bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue sur Juste Milieu. Aujourd'hui, nouvelle discussion, nouveau débat avec une personnalité que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui. C'est nul autre que Martin Bernard, avant toute forme de débat. Cher Martin, comment vas-tu ? Ça va bien, Rémi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est la deuxième fois qu'on te reçoit. La dernière fois, c'était avec Auriel, vous étiez tous les deux pour présenter la démarche d'Antithèse. Justement, tu es le patron, l'un des co-créateurs, c'est ça, hein, vous avez co-créé ça tous les deux. Voilà. Absolument, en 2021, et là on arrive dans les jours qui viennent, probablement quand la vidéo sortira, on y sera déjà, donc 100 000 abonnés là, donc on passe un cap. Félicitations, magnifique. Merci. Magnifique. Et aujourd'hui, toi aussi, un multiple casquette, on te reçoit pour un nouvel ouvrage, Plaidoyer pour un renouveau européen. Là, hop, on voit bien le titre, il est par là. Donc, on va évidemment parler de cet ouvrage aujourd'hui, à la fois terriblement d'actualité, mais très éclairant, je le dis, en toute subjectivité. Voilà, je déclare mes conflits d'intérêts. J'ai adoré ce livre, au-delà d'apprécier la personne qui l'a écrit. J'ai vraiment adoré ce livre, très intéressant, très éclairant, brillant, rempli de références. Donc, on va vraiment se régaler avec toi aujourd'hui, mais avant d'aller dans le vif du sujet, quelques mots déjà sur ton parcours. On a parlé d'Antithèse, t'es journaliste indépendant de métier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ce qui t'a amené à faire toutes ces aventures ? Oui, alors effectivement, journaliste indépendant, formé en partie à Paris d'ailleurs. Donc j'ai pu expérimenter un peu les grands médias parisiens, JDD, France 2, même Ouest France, avant de revenir en Suisse, qui est mon pays d'origine, pour un peu expérimenter aussi dans différents médias un peu mainstream, comme on dit aujourd'hui, de la région. Et puis effectivement, de petit à petit, j'ai développé un regard assez critique sur ce milieu médiatique, qui est pas mal limitant dans sa façon de produire de l'information, qui a beaucoup de travers qu'on connaît bien tous les deux et qu'on discute souvent sur nos médias respectifs. Et voilà, je me suis petit à petit un peu séparé de cet univers pour faire mon propre chemin. Et ça a culminé avec la création d'Antithèse, effectivement, en 2021. Donc, belle aventure qu'on va poursuivre. Ouais, tout à fait. Avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris, bien sûr, pour les téléspectateurs, enfin nos spectateurs qui ne connaîtraient pas encore Antithèse. Allez jeter un œil, vous allez voir, c'est vraiment très très chouette. Et on va y aller petit à petit. Donc cet ouvrage, qui est un peu aujourd'hui la cerise sur le gâteau de ton parcours finalement, c'est le premier ou tu avais écrit d'autres livres déjà auparavant ? Alors c'est le premier en nom propre. J'ai sorti en début d'année un autre ouvrage collectif avec une vingtaine d'autres journalistes, coordonné par Mireille Zaki, journaliste économique assez connu en Suisse, peut-être un peu aussi en France. Et justement dans ce livre, on faisait un peu un constat du manque de diversité de pensée dans les médias suisses, mais au-delà aussi. Et voilà, ça c'était ma première aventure, le premier livre techniquement paru où mon nom était dessus. Mais celui-ci effectivement est mon premier en propre que je porte seul, oui, tout à fait. Alors, on va justement tenter de le décortiquer avec toi, cher Martin. Alors, plaidoyer pour un renouveau européen, on le dit, au moment où on enregistre, on est en plein contexte des élections européennes, évidemment, et ce qui est très important, le coup de force un peu de ce livre, c'est que, certes, il s'inscrit dans ce contexte fort concernant l'Union européenne, mais tu fais ce pas de côté où c'est vraiment la question de l'Europe comme civilisation. Donc, on sort un petit peu de l'Union européenne, voire beaucoup, et qu'est-ce qui, justement, t'a donné envie de revenir à cette question européenne, mais loin du drapeau avec les étoiles jaunes. Enfin, sur fond bleu, j'entends évidemment. Sur fond bleu. Pardon. Non, mais effectivement, en fait, alors ce bouquin, je l'ai commencé quand même il y a 7 ans. Il y a une lente maturation. Il a pas mal évolué. Et finalement, je me suis rendu compte que le problème était plus profond que simplement l'Union européenne, qui est simplement la dernière itération en fait de la façon dont les pays européens ont tenté de s'organiser ensemble finalement sur ce continent où il y a eu beaucoup de divergences et de combats et de conflits. Et donc j'avais l'impression que, enfin c'est ma thèse en tout cas dans ce livre, que les problèmes qui sont visibles aujourd'hui, très visibles, les problèmes que je décris comme civilisationnels, qui sont au cœur de tout ce qu'on voit, et dont les crises du Covid, de l'Ukraine, ou finalement aussi entre Israël et Gaza, que ces conflits révèlent, sont plus profonds que simplement des réformes politiques ou une institution actuelle qui pourrait être réformée ou pas d'ailleurs, très difficilement concernant l'Union européenne, je pense.
Mais que donc il y avait des problèmes sous-jacents beaucoup plus importants dont tous ces conflits étaient un peu l'écume, quoi, étaient un peu la résultante et le témoin, mais que pour les résoudre véritablement, il fallait aller un peu plus profondément regarder ce qui était au fondement de notre civilisation et ce qui a aux racines finalement de ce qui nous définit en tant qu'Européens. Parce qu'effectivement, on a chacun des spécialités, des spécificités nationales. Chaque peuple a sa raison d'être et a sa propre manière d'incarner la civilisation européenne, occidentale. Mais malgré tout, il y a cette couche supérieure qui nous unit tous, je pense, et qui s'est cristallisée voilà, au XVIe, XVIIe siècle, au moment de la Renaissance, pour donner une civilisation. Et c'est cette civilisation qui, selon moi, est en crise, sous ses aspects à la fois scientifiques et spirituels. C'est aussi un des volets que je développe dans mon livre, cet aspect spirituel que je trouve important de mettre en avant et qui, à mon avis, est trop peu discuté de nos jours. Alors, une première question à la fois géographique, mais peut-être aussi pour voir ce que tu considères, toi, en termes de limites, de frontières, parce que c'est vrai que, et dans l'ouvrage, tu parles de l'Europe, il y a aussi la notion d'Occident, mais on voit aujourd'hui toute la complexité, en fait, de définir tout ça. Emmanuel Todd, par exemple, l'explique dans son dernier bouquin, où effectivement, avec le comportement de la Russie et même l'évolution historique de la Russie sur les 2 derniers siècles, on sent bien que quel pays est dans l'Occident? Est-ce que la Russie doit être considérée dans l'Europe? Toi, comment tu définis un petit peu la géographie de tout ça dans l'esprit de ton ouvrage? Alors, je pense que si on prend effectivement l'Europe d'un point de vue géographique, ça va de l'Atlantique à l'Oural. Hein, je pense que c'est assez clair que là, géographiquement, il y a des frontières naturelles qui sont bien marquées par l'Oural à l'est, l'Atlantique à l'ouest, et puis en dessous, la mer Noire, les différents pays du Caucase et d'Asie centrale. Donc je pense que ça, c'est des frontières naturelles. Mais ensuite, la civilisation européenne, et pour moi, c'est le cœur de mon livre, la civilisation européenne, pour moi, s'est développée essentiellement d'abord en Europe de l'Ouest, avec une percée en Europe de l'Est, mais avec quand même des spécificités de développement en Russie, justement. Et je pense qu'on peut, d'un point de vue civilisationnel, comme l'ont fait d'ailleurs certains grands penseurs par le passé, au XIXe siècle, c'était une réflexion très importante au XIXe siècle, je pense que la Russie d'une certaine manière, même si elle s'est raccrochée un peu au développement européen, a en partie développé son propre fonctionnement, sa propre raison d'être. Et je pense qu'il y a quand même une distinction à faire. Ne serait-ce que par le schisme hein, qui s'est fait en 1054 entre le monde catholique romain et Byzance, la chrétienté orthodoxe. Et je pense que ça a créé une première séparation, je dirais, entre l'Europe, qui a créé des voies de développement très différentes. Et d'une certaine manière, la réflexion de Huntington sur le choc des civilisations est intéressante d'un point de vue de séparation des civilisations. Lui, effectivement, il place la frontière de la civilisation occidentale en Europe de l'Est. Alors effectivement, il y a chez lui des considérations géopolitiques qui rentrent en ligne de compte dans sa réflexion. Mais d'une certaine manière, je trouve que c'est une frontière assez intéressante justement parce qu'elle sépare ces 2 mondes qui sont la chrétienté occidentale et la chrétienté orientale. Qui se confondent d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Géographiquement, c'est assez clair. Même si les questions religieuses sont passées un peu dans un plan inférieur, au second plan. En tout cas, voilà, je pense que là, effectivement, on a une première distinction qui n'est pas uniquement géographique. Ensuite, évidemment, quand on parle d'Occident, c'est simplement la projection de la civilisation européenne au-delà de ses frontières, c'est-à-dire d'abord aux États-Unis, puisque les États-Unis sont avant tout une colonie hein, de l'Europe au départ, de l'Europe occidentale. Angleterre, France, mais aussi Portugal, Espagne. Et puis donc à partir de là, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident, c'est ce groupe de pays centrés autour de l'Atlantique, avec des alliances sporadiques, avec le Japon par exemple, avec la Corée du Sud, et puis de manière générale les anciens dominions de l'Empire britannique, qui forment d'une certaine manière ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident, et qui n'est plus simplement cantonné à l'Europe occidentale stricto sensu. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'on peut faire cette distinction aujourd'hui entre l'Europe géographique et l'Europe civilisation, qui, d'une certaine manière, est passée aussi à un point de vue plus global à partir du XVIIIe, XIXe siècle, en s'étendant en Amérique du Nord, et puis au-delà même aujourd'hui. Voilà.
Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, le retour à l'histoire avec les États-Unis comme colonie européenne au départ, j'y vais avec mes gros sabots sur la formulation parce que c'est évidemment bien plus compliqué que ça. Mais est-ce qu'on n'a pas un retour finalement d'un phénomène de colonisation, surtout géopolitique, des Américains sur l'Europe aujourd'hui? Tu évoques l'américanisation du monde. Comment tu as perçu cette évolution-là depuis la colonisation américaine jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on voit s'installer dans une forme de soft power tout à fait tranquille, à grands coups d'organisations internationales, l'OMC, l'OMS, jusqu'à l'OTAN, où finalement tout a l'air sympathique dans un monde où on veut préserver la paix, le refus des frontières et tout ça, mais où la réalité du terrain, on la voit, et encore plus aujourd'hui dans un contexte cruel qui est celui des différentes guerres qui s'étalent dans notre monde. Comment tu as perçu cette évolution-là et tu as réussi à la traiter sur cette question du renouveau européen, justement? Oui, alors effectivement, la civilisation européenne, donc ça s'est développé en Europe, effectivement, à partir du 16-17e siècle. Donc ça c'est, disons, jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en réalité, l'Europe a comme ça développé une sorte de puissance en s'étendant en dehors de ses frontières, en faisant du commerce, en colonisant d'autres régions du monde. Et puis, petit à petit, les États-Unis ont pris le dessus, hein, déjà avec leur indépendance. Puis, il a fallu en gros un siècle avant qu'ils arrivent eux-mêmes à se fixer en tant que nation. Voilà, c'est la conquête de l'Ouest américain, c'est le massacre des Indiens d'Amérique. Enfin, c'est cette première, finalement, américanisation, mais du territoire américain. Et je pense que ça, c'est la première phase de l'américanisation qui est souvent oubliée. C'est finalement l'américanisation du territoire, du pays qui est aujourd'hui les États-Unis. Et une fois que ça a été réalisé, fin du 19e siècle, après la guerre de sécession, les États-Unis ont commencé à se structurer en tant que nation. Et à ce moment-là, effectivement, est née cette idée de destinée manifeste des États-Unis en tant que nation qui devrait, en tant que première démocratie sur la planète, qui devrait finalement étendre son modèle de civilisation et finalement conquérir la planète, mais de manière voilà, à bon escient, c'est-à-dire pour porter les lumières de la démocratie et des droits de l'homme, quoi. C'était la première formulation, je dirais, de cet idéal américain, un peu abstrait, parce que finalement, avec cet idéal-là, évidemment, allait aussi l'armée, allait aussi les conquêtes, allait aussi l'économie, allait aussi tous les intérêts privés. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'est née véritablement cette idée d'États-Unis comme une nation qui pouvait inspirer le reste du monde, beaucoup plus d'ailleurs que les pays européens au XIXe siècle. La colonisation européenne s'est faite de manière un peu différente. Et même s'il y avait cette idée de finalement répandre la civilisation, les intérêts économiques étaient je dirais, beaucoup plus visibles, quoi, en tout cas. Mais avec les États-Unis, il y a eu tout un vernis idéologique comme ça qui s'est créé et qui s'est vraiment réalisé et incarné à partir de 1945, quoi, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où là, l'Europe est sortie de l'histoire d'une certaine manière. Je dirais entre 1914 et 1945, ce qui correspond selon moi à une grande guerre civile européenne. L'Europe là est sortie de l'histoire et est devenue vassale, territoire vassalisé de son ancienne colonie. Mais ça, c'est d'une certaine manière, les États-Unis ont fait pression pour cela durant la guerre, puisqu'ils sont sortis les grands gagnants des deux guerres d'ailleurs. Mais ça s'est fait, les pays européens sont largement responsables de cet échec, de ce suicide. Et on en voit encore le résultat, c'est-à-dire que la vassalisation aujourd'hui est très claire, à tous les niveaux, politiques, économiques, et on voit que les chefs d'État européens ont beaucoup de peine à avoir une pensée autonome par rapport à Washington. Il y a eu d'abord le poids de la dette, puisque les pays européens sont sortis des deux guerres mondiales énormément endettés, puisque ce sont les États-Unis qui ont en grande partie financé l'effort de guerre. Donc il y a eu cette dette qui finalement était une première suggestion, et puis ensuite il y a eu tout un système qui s'est mis en place avec l'OTAN, avec les structures de l'Union européenne qui sont effectivement en leur origine façonnées par l'idéal américain, que ce soit au niveau du droit ou même du fonctionnement général. Et puis on arrive à une situation aujourd'hui où effectivement c'est préoccupant parce qu'on a une guerre en Ukraine où finalement les Américains ont des intérêts assez clairs et ils les défendent, alors à tort ou à raison, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi un certain aveuglement de l'establishment à Washington par rapport à cette guerre en Ukraine, un jusqu'au boutisme qui confine à la bêtise. Mais d'un point de vue européen, je pense dès le départ c'était une erreur. Enfin, je vois pas l'intérêt européen à faire une guerre en Ukraine. Et d'autant plus à s'opposer à la Russie, qui est un partenaire naturel d'un point de vue économique, naturel, puisque l'Europe possède l'industrie et la Russie les matières premières. Donc une alliance entre la Russie et les pays européens d'Europe occidentale permettrait, serait gagnant pour tout le monde, quoi. Autant la Russie que l'Europe, quoi. Donc là, on a une forme d'irrationalité
qui est préoccupante et qui découle d'une certaine manière de ce suicide collectif. Et avec cela va une certaine forme d'autoflagellation, hein, des horreurs du passé, du colonialisme. On voit aujourd'hui qu'on a de la peine à finalement s'assumer en tant que civilisation. Alors, individuellement, ça se décline différemment selon les personnes, mais en tout cas, en tant qu'État, en tant que civilisation, en tant qu'Europe, en tant que continent, on a de la peine à vraiment relever la barre. On sent qu'il y a eu une sorte de suicide et aujourd'hui, on est encore empêtré dans cette culpabilisation des horreurs du nazisme, par exemple. Et ça explique en grande partie l'attitude de l'Allemagne aussi, de ne pas vouloir soutenir un régime honni comme celui de Poutine, qui, si on regarde que la superficie, effectivement, que la surface des choses, est le mal face au bien américain. Voilà. Donc il y a ces différents enjeux-là qui rentrent en ligne de compte et qui expliquent, selon moi, l'évolution de ce dernier siècle et demi, quoi, et ce passage de témoin aux États-Unis, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, et je terminerai là, pour pas être trop long, qui d'ailleurs, ce passage de témoin s'est fait de manière même assez consciente, hein, entre les élites anglaises au tournant du XIXe siècle. Certaines élites anglaises ont pris conscience que l'Empire britannique arrivait finalement à bout de souffle et qu'il était temps, pour continuer et pour pérenniser la domination anglo-saxonne, qu'il était temps de passer le témoin à leur enfant finalement, hein, à l'enfant américain. De la même manière que la Grèce antique a poursuivi sa civilisation à travers Rome, tout en perdant en partie son pouvoir et sa puissance, quoi. Donc tout ça a été fait de manière assez consciente chez certaines élites anglaises uniquement. Voilà. Mais je m'arrêterai là pour pas faire trop long. Non, mais on pourrait parler des heures de ça d'ailleurs, c'est pas sûr. Absolument. Et une petite question plus en lien avec l'actualité, on reviendra après sur l'ouvrage, parce que tu évoques beaucoup de choses passionnantes et j'aimerais te poser plein d'autres questions, mais rapidement parce que la question du renouveau européen par rapport à ce que tu évoques, est-ce qu'aujourd'hui tu crois qu'en tout cas sur l'aspect géopolitique, est-ce que tu crois possible le fait que l'Europe trouve une forme de revitalisation à un moment où on a quand même cette impression, quand on voit le comportement américain, où il y a une volonté de dévitaliser complètement l'Europe, notamment sur les questions de l'industrie, de l'armement. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec l'explosion du gazoduc Nord Stream 2. Aujourd'hui, cela fait de moins en moins de doute que le rôle américain est assez clair, avec en plus l'appui d'un pays européen, à savoir la Norvège. On a cette impression que vraiment, c'est mettre sous perfusion plus que jamais l'Europe, l'affaiblir plus que jamais. Est-ce que l'Europe peut potentiellement se relever de ce genre de comportement par l'oncle Sam, pourtant si bien intentionné, le pays des Lumières, tout ça, enfin les Lumières américaines, quoi. Le pays de Disney, merde. Non, absolument. Non, mais c'est sûr. Je pense pas que l'Union européenne, dans tous les cas, puisse être la solution. Je pense pas que je pense pas qu'à ce niveau supra-étatique, on puisse avoir un espoir. C'est pour ça que pour moi, ces élections européennes, c'est un show en fait, hein. C'est vraiment une sorte de la même manière que les parlements nationaux aujourd'hui sont un peu un show et on sait très bien que les décisions sont prises en coulisses par différents groupes d'intérêt qui influencent les politiciens. Non, je pense qu'effectivement l'Europe peut avoir un espoir. Je pense qu'elle a encore une part à jouer dans l'histoire, globale. Mais ça passera par un retour aux nations, à mon avis. Ça passera par un retour aux souverainetés nationales. Et là, il faudra effectivement que les États se saisissent. Il faudra bien des gens, à un moment donné, qui arrivent à se saisir de cette souveraineté nationale et qui arrivent à relever la barre. Alors, est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne? Ça, j'en sais rien. Je laisse aux gens qui travaillent sur ces sujets de développer ces idées. Mais moi, je pense qu'effectivement, au niveau de l'Union européenne, c'est pas possible. Par contre, au-delà, est-ce que l'Europe, en tant que continent, puisque chaque pays européen, même souverain, fait finalement partie de cet ensemble européen, qu'il le veuille ou non, même la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne. Et donc il faudra bien relever la barre, et je pense qu'il y a de l'espoir, et je pense qu'on en voit les prémices aujourd'hui, mais simplement ces prémices-là se feront sur un autre état d'esprit. Je pense qu'il faudra non seulement faire des réformes politiques, non seulement peut-être revenir à des souverainetés nationales, mais il faudra aussi changer la vision qu'on a sur les choses. Je pense que c'est cette vision du monde occidental, prédatrice, hein, qui accompagne finalement la science moderne telle qu'on la connaît, qui s'est développée en Europe, et qui a ensuite infusé tous les autres domaines de la vie, hein, l'économie, le politique. Et c'est cette vision du monde-là prédatrice, conquérante, qu'il faudra dépasser pour renouer avec quelque chose qui soit plus humain finalement, qui nous relie et qui soit plus porteur d'espoir et de sens pour l'existence de chacun. Et je pense que la science
qui est au cœur de la construction de la civilisation occidentale, doit être rénové. Et je pense que c'est un des gros chantiers sur lequel œuvrer, parce que finalement, on voit que cette science aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, influence toutes les décisions et les façons de... Par exemple, durant le Covid, c'était très clair qu'on utilisait des arguments scientifiques pseudo-scientifiques pour justifier toutes les mesures, hein, avec des statistiques à foison, avec des experts, voilà, qui étaient mobilisés pour justifier toutes les décisions politiques. Et je pense que cette science-là, qui est devenue scientiste, qui est devenue idéologique, finalement doit être rénovée, quoi. Alors chaque science a ses propres enjeux et intérêts, évidemment, et ses propres challenges, mais la science est véritablement au fondement de la civilisation européenne, et je pense qu'il faut revenir à ça. Et je pense qu'il faut l'ouvrir à d'autres domaines de recherche, à des domaines qui concernent plus l'intériorité humaine, qui concernent plus le psychisme, la spiritualité, le sens de la vie, des questions philosophiques au fond, et que c'est à travers ça qu'une autre vision du monde pourra être développée. Et moi, alors évidemment, ça prendra du temps, c'est pas facile, c'est des enjeux qui sont à plusieurs décennies en tout cas, mais qui sont primordiales, parce qu'on peut pas avec ce même état d'esprit espérer un changement en fait. Et on pourra essayer tout ce qu'on veut en termes de construction sociale, en termes de construction politique européenne. Si finalement la vision du monde qui est derrière ne change pas, eh bien, on n'y arrivera pas. Puis alors, quand je parle de vision du monde et de se relier à l'autre, à la nature, etc., je parle pas des mouvements écologistes actuels qui, justement, tentent de récupérer cet idéal pour en faire, en fait, un modèle économique qui puisse poursuivre, en fait, dans une dynamique de croissance infinie. On pense, par exemple, aux technologies vertes, on pense à tout ce mouvement, finalement, de récupération de l'écologie qui, en fait, ne fait que poursuivre le modèle actuel, mais sous une autre forme, quoi. Et c'est ça, à mon avis, le danger. Et il faut en même temps garder cet idéal premier de l'écologie qui me semble important, ne pas être illusionné par tous les mouvements actuels qui veulent récupérer cet idéal à des fins capitalistiques, et en même temps poursuivre la construction politique et essayer de faire avancer aussi les autres pans de la société, quoi. Donc des enjeux multiples, hein, à tous les niveaux, et je pense que on a de gros problèmes actuellement. Il faudra des réponses qui soient au niveau des problèmes, et l'état d'esprit est important. Je veux dire, à un niveau individuel dans sa vie, quand on a un problème qui arrive, on pourra pas essayer de le résoudre si finalement on n'a pas compris quel était l'état d'esprit à l'origine de ce problème. Qu'est-ce qui a véritablement causé dans notre attitude le fait d'être confronté à ça. Et je pense qu'à un niveau national, voire continental, c'est la même chose. Simplement, ça prend un peu plus de temps. On sent qu'on a affaire à un professionnel parce que c'est exactement les questions que j'allais te poser. Il y a répondu, j'ai rien dit. Moi, je me frise les moustaches. J'allais te poser la question effectivement sur les deux grands dangers que tu énonces dès l'introduction, hein, le matérialisme dogmatique et l'édifice technoscientifique. Et effectivement, c'est ce que tu expliques là sur ces dangers-là qui façonnent différemment nos sociétés avec des menaces qui prennent un autre visage. Mais pour l'anecdote, hein, et c'est exactement ce que tu dis, Marion Maréchal était sur France Inter il y a quelques jours, une séquence qui a fait parler parce qu'elle a discuter de un homme, une femme pour faire des enfants, sa structure familiale. Rapidement, c'est pas pour ou contre, on s'en fout, hein, et la journaliste lui dit, mais attendez, en fait, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est la loi. Ce à quoi Marion Maréchal lui dit, non, mais attendez, vous ne pouvez pas m'obliger à penser ça. Et la journaliste, comme vraiment l'ultime justification, l'ultime menace, dit, mais c'est la science. Et c'est assez sidérant, effectivement, de se dire qu'on est dans une démarche religieuse, avec tout ce qu'il y a, les gens qui brandissent le bateau de c'est la parole de Dieu, bon là c'est la science, les apostats, donc par exemple aujourd'hui des voix de plus en plus nombreuses qui viennent du côté des homosexuels qui disent mais attendez, nous on n'a rien à voir avec ça, vos trucs LGBT woke et tout, et c'est fou de voir que finalement l'histoire se répète sur cet aspect-là. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, c'est un point important. C'est-à-dire que, c'est aussi une caractéristique de l'Europe, de l'Occident de manière générale, c'est que, d'une certaine manière, au 19e siècle, la religion a été abandonnée. C'est-à-dire qu'il y a eu Dieu est mort, hein, c'est la grande formule de Nietzsche. La société s'est sécularisée. Et là, je pense que la Révolution française, la France a joué un rôle énorme dans cette dynamique. Donc, ce rapport au dogme, ce rapport au religieux dogmatique qui nous impose une façon de vivre et de croire, ça ne convient plus d'une certaine manière aujourd'hui au peuple européen, puisque voilà, l'évolution le montre. Donc il y a une sortie du religieux d'une certaine manière, en tout cas du religieux traditionnel. Mais ce religieux, puisqu'on a besoin de transcendance, ça c'est aussi une des thèses du livre, finalement on a besoin de sens, on a besoin d'une transcendance, et donc on doit se relier à quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes.
On ne peut pas se satisfaire du monde matériel qui ne nous apporte pas les réponses aux questions fondamentales qu'on se pose. Le sens de la vie, le sens de l'existence, l'amitié, les rapports aux autres. Quel est le but de la vie, voilà. Et ça, en fait, du coup, ce besoin de croyance, en tout cas ce rapport un peu qui nous dépasse, a été transféré à d'autres domaines. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus la religion qui occupe ce terrain, l'Église, mais c'est la science. La science est devenue religion. Ça a été la nation pendant très longtemps, après la Révolution française. Ben voilà, le Code civil est devenu la référence. On se marie, on ne va plus à l'église pour se marier, mais on va dans une mairie et on prête serment sur le Code civil. Au lieu que ce soit la Bible, c'est le Code civil. Bon, ben ça a évolué. Les nationalismes ont été un tout petit peu dépassés, en tout cas à un niveau transcendant. Mais c'est devenu la science, en fait. La science est devenue idéologique. En fait, on a toujours une sorte de tendance à se rattacher à quelque chose qui nous dépasse, mais quelque chose qui nous dépasse, mais qui ne nous libère pas, en fait. Et donc, je pense que là, l'enjeu, c'est justement d'essayer d'aller au-delà de ces dogmes qui se déplacent d'un domaine à l'autre, mais qui sont toujours présents, et d'essayer de se rattacher à une spiritualité, à une transcendance, à des réponses aux questions fondamentales, mais qui ne soient pas imposées de l'extérieur par une instance autoritaire, que ce soit la science, l'Église, l'État, ou toute autre forme d'autorité, hein, les experts de plateau ou autres. Mais qu'on trouve des réponses à ces questions de façon libre. Et je pense que depuis un siècle, énormément de mouvements et de courants recherchent dans tous les sens à répondre à ces questions fondamentales. Alors de manière souvent très, très erratique et parfois dangereuse. Hein, c'est clair qu'il y a beaucoup de charlatanisme dans toutes ces nouvelles spiritualités. Et il faut vraiment se méfier parce que c'est un univers dans lequel on peut se perdre. Mais malgré tout, ça témoigne d'un besoin de se libérer de ces dogmes extérieurs qui sont imposés, et dont on n'arrive pas à se défaire. Ils changent de forme, mais pas de nature. Donc voilà, effectivement. Et le transhumanisme, pareil. Le transhumanisme, c'est aujourd'hui, c'est vraiment la science est arrivée à un stade où maintenant elle vise l'immortalité, ce qui est quand même hallucinant en termes d'idéologie, quoi. Là on sort vraiment de la science, de la démarche scientifique, ça devient dogmatique et quasiment délirant, quoi. Donc c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent aujourd'hui dans ces différentes dynamiques et on est vraiment à un tournant civilisationnel. Et ce qui est intéressant aussi dans ton ouvrage, c'est que tu pointes du doigt effectivement tout ce qu'on évoque là jusqu'à présent, mais là où certains auteurs vont nous laisser un petit peu comme ça en race campagne, en nous plombant bien le moral avec ce genre de constat, tu proposes des pistes de réflexion et de réflexion positive pour en tout cas se dire on va pas changer les choses demain, mais il y a des voies sur lesquelles s'engager qui peuvent peut-être nous aider à regarder différemment, à nous façonner intellectuellement et spirituellement d'une autre manière. Je pense par exemple à ce que tu dis sur Rudolf Steiner et l'anthroposophie. Alors que j'ai découvert. J'ai découvert avec toi, donc merci déjà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots déjà pourquoi c'est une piste intéressante et importante pour toi pour essayer de changer de grille de lecture? Alors effectivement, c'est un sujet controversé, hein, effectivement, parce que ça s'inscrit dans ces nouvelles spiritualités. Mais je pense que l'anthroposophie, donc, qui a une longue histoire, hein, qui s'inscrit justement dans l'évolution de l'ésotérisme chrétien, ces mouvements comme la théosophie du Rose-Croix, Jacob Böhm, Maître Eckhart, etc. Puis les idéalistes allemands, avec Hegel, avec Fichte, avec Schelling, avec Novalis. Tout ça, finalement, s'est cristallisé à la fin du XIXe siècle dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Ce mouvement qui a ensuite essaimé dans différents domaines pratiques, que ce soit les écoles, que ce soit l'agriculture ou même l'art. Et en fait, l'anthroposophie, je trouve, est intéressante dans le sens où elle maintient cette emphase sur la science et le propre de la tradition occidentale. Donc elle cherche à maintenir cette assise scientifique tout en ouvrant des voies d'exploration aux questions spirituelles et en proposant véritablement un chemin d'investigation des domaines spirituels qui soit ancré dans un état d'esprit scientifique. Et je pense que c'est une voie intéressante parce que non seulement elle se rattache à une histoire européenne, donc elle n'est pas déracinée, c'est pas un orientalisme qui est adapté à la modernité occidentale et qui ensuite est un peu déformé. Je pense que véritablement il y a là un chemin intéressant pour essayer d'investiguer toutes ces nouvelles questions et aussi une nouvelle vision du monde, une nouvelle façon d'appréhender la science. Je parle aussi beaucoup du goetheanisme dans mon livre, mais c'est véritablement une nouvelle. Alors ça ne remplace pas la science matérialiste telle qu'elle existe, hein, où on va chercher derrière la structure de la matière finalement.
qu'est-ce qui se passe pour expliquer les phénomènes naturels. Le mécanisme observe les phénomènes qui nous entourent, les phénomènes ambiants, et essaye à partir de là de développer une nouvelle science du vivant qui permette de faire sens de ce qui nous entoure et qui puisse répondre in fine aux véritables questions. Parce que notre vie quotidienne se déroule dans un monde phénoménologique, et c'est là que se trouvent nos véritables interactions, et pas au niveau subatomique, pas au niveau de la cellule ou de la molécule du vivant. Et je pense que beaucoup d'ailleurs d'enfants ou d'étudiants ont été déçus par les sciences naturelles, ça a été mon cas, parce qu'on étudiait que le subatomique, en fait. Et moi, j'ai toujours voulu me dire, ah ben non, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la plante. En fait, c'est la nature, c'est aller dans la nature et connaître ce qui m'entoure, finalement, ce que je vois. Et je pense que cette démarche, cette nouvelle démarche scientifique de Goethe, dont Steiner s'inspire beaucoup aussi, est un chemin intéressant, historiquement. En tout cas, c'est un premier jalon qui cherche à modifier notre rapport à la science, à la manière dont est faite la recherche scientifique. Et pour revenir à l'anthroposophie, effectivement, c'est intéressant parce qu'on a aussi non seulement une démarche philosophique, spirituelle, et au cœur du mouvement, mais on a aussi des démarches pratiques qui ont fait leurs preuves. Et je pense notamment aux écoles, qui sont partout dans le monde, effectivement. Il y en a autant dans les townships d'Afrique du Sud qu'en Israël, qu'en Chine, ou en Allemagne, ou en France. Et ces écoles-là proposent des nouvelles façons, finalement, d'éduquer les enfants pour permettre un développement de leur personnalité plus en phase avec ce qu'ils sont, pour permettre finalement une insertion dans le monde, non pas pour répondre à des besoins économiques, pour être de bons citoyens, mais pour réaliser leur plein potentiel. Et ça, évidemment, Steiner n'est pas le seul. Il y a eu tout un mouvement de nouvelle pédagogie avec Maria Montessori, avec Freinet en France, qui ont essayé de vraiment développer une nouvelle façon d'appréhender l'éducation. Et Steiner faisait partie de ces pédagogues, on peut dire, qui ont essayé de lancer des fruits pour essayer dès le départ, finalement, changer pas changer, mais en tout cas faire en sorte que le plein potentiel de chacun puisse se réaliser. Donc pour toutes ces raisons, l'anthroposophie est très intéressante. Alors comme dans tout mouvement, il y a à boire et à manger. Comme dans tout mouvement, il y a des choses qui sont à prendre, il y a des choses qu'il faut remettre en question, effectivement. Je pense que là aussi, l'erreur, ce serait d'avoir une approche dogmatique, c'est-à-dire de dire, ok, tout ce qu'a dit Steiner est juste et il faut le suivre. Non, il faut avoir un esprit libre, toujours questionner tout, remettre en question. Mais je pense qu'il y a des fondements qui sont intéressants pour notre modernité actuelle, pour notre modernité occidentale, sans partir dans un ésotérisme un peu orientalisant qui se détacherait du matériel et du réel, mais sans se maintenir, comme le fait le transhumanisme ou la science, dans une sorte de matérialisme un peu aveugle, qui ne prend pas en compte des questions plus existentielles, quoi. Donc je pense que là, il y a une voie du milieu qui est intéressante et qui mériterait d'être explorée. D'accord. Et toujours sur cet aspect positif de ce que tu évoques, alors, à la fin de l'ouvrage, sans divulgacher, comme disent nos amis québécois, mais tu parles du rôle positif que l'Europe peut encore jouer. Là encore, on a vraiment presque de l'espoir en fin d'ouvrage. Et dans quels horizons spécifiques imagines-tu que l'Europe peut encore jouer un rôle? Alors, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, tu l'as dit, sur la réponse à apporter face à cette nouvelle facette de l'américanisation du monde, mais dans quels horizons tu te dis, tiens, là, ça peut encore bricoler, l'Europe peut faire quelque chose, apporter quelque chose? Bon, alors il y a effectivement, je pense que... Alors déjà, il y a le constat que d'une certaine manière, l'Europe est en avance sur les problèmes. C'est qu'on a développé ce modèle de civilisation qui aujourd'hui est grosso modo appliqué un peu partout. En tout cas, les pays orientaux, de l'Asie, du Sud global, finalement, aujourd'hui cherchent à s'autonomiser, à devenir souverains, mais ils appliquent le même modèle de développement que l'Europe a appliqué au XIXe siècle. Donc au final, il n'y a pas de modèle innovant de développement. Mais donc l'Europe est déjà passée par cette phase, et aujourd'hui, elle est en déclin. Elle est arrivée, enfin l'Europe, en tout cas, on pourrait appeler aujourd'hui l'Occident, puisque les États-Unis sont partie prenante maintenant de tout cet ensemble. En tout cas, sa civilisation est arrivée à un déclin, et là, maintenant, je pense que comme on est en avance sur les problèmes, d'une certaine manière, où on les a vécus plus tôt, on a aussi une certaine forme de responsabilité à essayer de les dépasser, et à trouver des pistes, voilà, de renouveau. Et je pense que ce renouveau-là, alors pour répondre à ta question plus directement, ce renouveau, il doit être dans le développement d'un nouveau rapport, en fait, un nouveau rapport, et c'est ce que je disais en parlant de philosophie et de vision du monde. Ça doit être un nouveau rapport à la façon dont on vit en société, dont on interagit avec l'environnement.
C'est une forme d'écologie pratique, c'est quelque chose qui garde cet idéal écologique, mais dans un sens véritable, c'est-à-dire pas en essayant de faire du neuf avec du vieux, quoi. Et c'est dans cette dynamique-là que je pense que ça peut être intéressant. On pourrait développer, plutôt que d'adopter le modèle américain, d'essayer d'avoir une industrie européenne forte, d'être pionnier dans tout ce qui est intelligence artificielle, etc., de faire la course finalement à cet engrenage technologique. Je pense qu'on devrait simplement se dire, OK, on prend un pas, on recule d'un pas et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait maintenant, pour dépasser ce modèle-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je pense qu'il y a, comme je disais, il y a plusieurs choses qui se font. On a plein de nouvelles recherches scientifiques qui essayent d'étudier des phénomènes nouveaux. Je pense qu'on est en avance aussi encore, et en cela, j'inclus aussi les États-Unis et l'Angleterre. Il y a aussi des choses très intéressantes qui se font dans ces régions-là. On est en recherche, on est en avance dans tout ce qui est recherche pour développer des nouveaux phénomènes. Le paranormal, aujourd'hui, par exemple, est en plein boom. Et le paranormal en tant que recherche scientifique. Et ça, c'est assez peu connu, mais il y a maintenant, pour tous des phénomènes psychiques, par exemple de la télépathie ou de la vision à distance. On sait, par exemple, que les États-Unis ont développé un programme secret de recherche pour tout ce qui est télépathie, et qui marchait bien, d'ailleurs. Et qui finalement ensuite, je sais qu'il faudrait retrouver le rapport exactement et le nom de la mission, mais à un moment donné, la CIA a développé un programme de recherche, de vision à distance pendant la guerre froide pour essayer d'anticiper ce qui pouvait se passer en cas de conflit, etc. Et en fait, ça a eu des résultats assez concrets. En fait, ils ont véritablement fait une démarche scientifique dans ce domaine. Et aujourd'hui, ça se poursuit aussi. Il y a des groupes de recherche pour tous les phénomènes paranormaux. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un peu itératif, ça se passe de manière un peu artisanale, parce qu'aussi la science refuse d'intégrer, la science traditionnelle, les institutions scientifiques refusent d'intégrer ces recherches dans leur structure de financement. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent se développer dans ce domaine-là, quoi. Donc c'est vraiment une sorte de sortir par le haut, d'une certaine manière, du marasme dans lequel on est. Et je pense qu'en cela, l'Europe, puisqu'elle est en avance sur tous les problèmes, hein, d'une certaine manière, je pense que c'est quand même un constat qu'on peut faire, sans être eurocentré pour le coup, ou en l'étant de manière ou en l'étant de manière non invasive et non colonialiste d'une certaine manière. C'est indéniable, et je pense qu'on a cette responsabilité. On a porté une civilisation dans le monde par la colonisation qui était finalement assez agressive et destructrice. Aujourd'hui, il faut faire le constat de ça, arrêter de se flageller et dire, OK, comment on peut continuer à faire avancer la science dans une direction qui soit plus responsable et plus humaine, au final. Du positif pour terminer finalement, et c'est bien. Ça nous fait du bien. Cher Martin, un immense merci pour toutes tes réponses, et pour en savoir encore plus, rendez-vous bien sûr en librairie, plaidoyer pour un renouveau européen. Merci beaucoup, cher Martin. Et pour conclure, comment on peut on suit, alors on l'a dit, c'est Antithèse, quelles sont un petit peu les actualités là du côté d'Antithèse? Qu'est-ce que vous nous réservez de beau? Alors, avec Antithèse, donc on va sortir la semaine prochaine, on va sortir bientôt un entretien avec Jacques Cheminade, donc voilà, qu'on a reçu dans nos locaux et qui fait plus de 2 heures avec lui. Donc voilà, un grand entretien avec Jacques Cheminade, assez passionnant, où finalement on s'intéresse à l'homme aussi derrière le parcours politique. Et puis début juillet, certainement un nouveau format, voilà, que j'annonce en avant-première ici même pour Juste Milieu, un nouveau format de masterclass en fait, voilà, qu'on va lancer, qu'on va commercialiser, voilà, donc des cours en fait, des formations en ligne qui seront la continuité de nos entretiens et qui permettront vraiment de s'immerger dans un sujet, de le développer avec notre invité, avec nos invités, voilà, une sorte de j'ai envie de dire cours universitaire, mais là, ce serait un peu prétentieux et on ne veut pas se comparer à l'université. Mais en tout cas, voilà, quelque chose de fouillé, de construit, de long, qui, on l'espère, pourra séduire notre audience, qui apparemment n'est pas effrayée par la longueur. Oui, clairement. Eh ben, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris dans ce cas-là sur Antithèse. Merci beaucoup, cher Martin. Merci encore d'être venu sur Juste Milieu. Merci Rémi, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Et chers spectateurs, vous le savez, en attendant de nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner, tout ça, à Antithèse bien sûr, à Juste Milieu aussi. Et puis en attendant, on va se retrouver très vite. Et prenez soin de vous.